pas mal de choses que vous comprenez dans le même texte pour la première fois et que c'était impossible de comprendre ces choses quand vous aviez 18 ans. C'est ça pour moi la littérature. Alors j'essaye tout le temps de donner ce plaisir au lecteur, que les gens lisent et essayent de suivre, comme vous le dites, 30 pages, attendre ce qui va se passer. Il y a une gourmandise à ce moment-là dans la lecture. On lit, on a envie de savoir. On a envie de savoir constamment. Parfois on s'arrête parce qu'il se passe quand même des choses graves dans cet ouvrage. Mais vous, Émilie aussi, vous observez Reza est-ce qu'il devient un personnage de roman, ça je suis moins sûr, mais vous l'observez au quotidien. Alors, il manifeste, enfin, il est par contre particulièrement discret. Je sais qu'il arrive à s'échapper le matin sans claquer la porte. Il manifeste une trop grande générosité peut-être, puis il vous apporte sa propre culture, et il met même en évidence des choses qui semblent comment dire, négligeables chez vous, notamment ces 2 petites tasses en porcelaine. Il a vécu dans la boue des camps de réfugiés, mais il ne peut boire son thé que dans une tasse de fine porcelaine. Pour vous, il garde toute sa noblesse, il est ce prince à la petite tasse. Oui, là vous disiez, est-ce que ça devient un personnage de roman? Alors moi, je n'ai pas eu tout l'habitude justement d'écrire un journal. J'ai un rapport à l'écriture qui est celui de la fiction. Je n'écris que des romans, donc... enfin, non, d'ailleurs, j'ai déjà écrit un journal, mais bon, disons que la plupart de mes livres sont des romans. Et je me rends bien compte de en vous écoutant, je me disais que justement ce sentiment complètement jouissif de liberté, de se dire, puisque précisément ce n'est pas moi et qu'il n'y a pas de confusion possible dans un esprit un temps soit peu vif, alors je peux aller très loin dans, peu importe que je partage d'ailleurs ces opinions ou pas, c'est pas la question, mais le terrain de liberté est immense quand il y a ce pacte de la fiction. Et là c'est vrai que dans ce livre, comme c'était notre quotidien, que ce jeune homme est de chair et d'os, et ben, il y a un sentiment différent qui naît, c'est un rapport, une sorte de fidélité, de se dire ce que je ressens de sa présence, de son corps, de sa façon de parler, de sa vie. Ma tendance naturelle à la fiction qui viendrait emporter ça dans tout un monde imaginaire, et Dieu sait que je suis un peu tarée, que ça part très loin et que voilà, j'ai un rapport pas très réaliste au monde dans mes romans. Là c'était vraiment tout autre chose, et d'ailleurs c'est très agréable parce que ça modifie aussi entièrement l'écriture. Il y avait quelque chose il y a une sorte de simplicité, en fait, de transparence de l'écriture dont j'avais vraiment pas l'habitude, et qui était liée presque à ma place de lectrice, c'est-à-dire que je voyais cette histoire comme quelqu'un qui découvrirait son histoire lentement. Là aussi, quelquefois, il fallait attendre 20 pages pour que je connaisse la suite, parce que il lui arrivait de me dire quelque chose, et puis on reprenait la conversation bien plus tard, et moi toujours avec cette idée un peu délicate de ne pas trop le brusquer. Beaucoup de choses restaient en suspens. Donc voilà, ce personnage, je n'ai absolument pas fait un personnage de roman. Par contre, l'allusion que vous faisiez à cette petite tasse, qui a donné son nom à ce livre, le prince à la petite tasse, c'est évidemment une allusion à ce conte d'Andersen, La princesse au petit pois, qui était un conte que j'aimais beaucoup, qui m'agaçait beaucoup quand j'étais petite, mais qui me parlait énormément. Donc cette jeune femme qui arrive toute ruisselante de pluie et dépenaillée, qui tape à la porte d'un château. Et dans le château, justement, on cherche pour le fils de la maison une princesse. Et elle arrive, elle se présente comme une princesse, et elle veut passer la nuit au sec quelque part. Et on la regarde, elle se dit, oulala, c'est tout sauf une princesse. Donc pour vérifier si elle en est, on la fait dormir sur 20 matelas superposés, sous lesquels, comme vous savez, on glisse un petit pois. Et le matin, on lui demande si elle a bien dormi. Et elle dit, oh là là, horriblement mal. Bon. Et voilà, elle ne savait pas ce qu'il y avait sous son lit ou dans son lit, mais enfin, elle a mal au dos, elle se sent très très mal. Et quand j'étais petite, je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on a une sorte de caractère irréductible, quelque chose de soi qui survit à tout, en fait, qui n'est jamais déformé par la vie, par les épreuves de la vie, ou est-ce que c'est pas vrai? Ou est-ce qu'en fait il y a des choses qui nous cassent, qui nous changent, et puis non, quand on arrive dans l'état dans lequel elle arrive, on le sent pas, le petit pois sous les 20 matelas. Et là,
Reza qui arrivait chez nous, c'était pas une fuite rapide. Il a pas, enfin quand je dis rapide, je veux dire, c'était pas l'affaire de quelques mois. C'était 10 ans de sa vie d'enfant, d'adolescent, de jeune adulte, à fuir, à tout le temps se cacher puisqu'il n'a jamais eu de papier nulle part. Et quand il est arrivé à la maison, la première fois qu'il s'est servi du thé, au lieu de prendre nos bols tout pourris en Pyrex qu'on utilise tout le temps et que les enfants peuvent allègrement jeter par terre sans qu'il se passe rien, il a trouvé les seules tasses très précieuses en porcelaine fine qui viennent de la famille du papa de mes enfants qu'on n'utilise jamais, je pense qu'on les avait jamais utilisées avant qu'il arrive. Et j'ai trouvé ça tellement beau que voilà, il ouvre le placard, il pense qu'il y a de plus joli, de plus beau, de plus voilà. Et maintenant c'est tellement associé à lui, il a toujours pris son thé dedans, il m'a toujours apporté du thé, parce que quand il faisait du thé, il en offrait à tout le monde évidemment autour de lui. Et voilà, pour moi c'était très caractéristique de toutes ces choses qu'on porte en soi, que rien ne vient complètement étouffer, détruire. Et voilà, je trouvais ça symboliquement très beau, cette petite tasse qui n'était plus qu'à lui. Alors pour vous, il est prince, au moment où il devient roi, parce qu'il a son caractère. Reza, il est têtu, donc il est têtu, roi, dans l'un des chapitres de l'ouvrage. Et puis quand il a une idée en tête, il n'en démarre pas, il reste entier. Et puis quand il fait la cuisine, il sale abondamment, il utilise des litres d'huile. C'est un personnage qui n'est pas lisse, de moi pas. C'est un personnage qui quoi, pardon ? Qui n'est pas lisse. Ah non, qui n'est pas lisse du tout. Non, voilà, sa cuisine avait beaucoup de caractère, en plus d'être délicieuse, elle était désespérément calorique. Mais bon. Et ça, c'était un mystère pour moi. C'est-à-dire qu'il adorait cuisiner, il cuisinait pendant des heures, et c'est forcément des gestes qu'il a dû faire dans sa famille quand il était enfant, et qu'il n'a pas pu pratiquer pendant toutes ces années-là, ou très peu, un peu en Turquie, je crois, si j'ai bien compris. Mais voilà, pour moi, je me rendais compte que dans la cuisine, c'était un lieu de reproduction de ces paysages d'enfance, d'odeurs, d'une sorte de danse du corps qui lui rappelait celle d'une famille qui n'était plus du tout là. Et c'était vraiment absolument pas par les mots que sont passées les premières choses fortes entre nous tous, puisqu'il est arrivé, il parlait que quelques mots de français. Et cette question de la cuisine qui a l'air un peu anecdotique et rigolote, parce que la première fois que je l'ai vu, j'ai vu une espèce de louche de sucre qu'il allait verser dans un plat. Et donc j'ai cru qu'il voulait mettre une louche de sucre dans son plat, mais c'est du sel. Donc je lui dis non, mais Reza, c'est du sel. Il me dit oui, je sais. Et donc il verse tout, il mélange, il goûte, il rajoute du sel. Et c'est marrant parce qu'il y avait quelque chose dans l'excès dans sa cuisine qui était, qui était royal justement. C'est-à-dire qu'il y avait il y avait une sorte de débauche de liberté en fait, presque, je sais pas comment dire, de ce que peut être le goût, en fait, de ce que peut créer de plaisir, mais pas que de plaisir, en fait, de sentiments vifs, quoi, de présence, de vie dans sa façon de cuisiner, qui était hyper joyeuse. Et à des années-lumière de ma façon tellement chiante. Enfin, moi, en plus, je suis végétarienne, donc c'est très très drôle, parce qu'on aurait voulu plus opposer une cuisine joyeuse et une cuisine complètement pénible, à base de quinoa et de... Bon, on n'aurait pas pu. Et donc, il y a ce caractère têtu, en fait, c'était... J'ai adoré ça, parce que vous parliez de sa discrétion c'était un problème immense, parce qu'évidemment, si on a une façon un peu romantique, pour pas dire romancière de voir les choses, on se dit oh, qu'est-ce que c'est beau cette motricité si gracieuse, il avait une façon de se déplacer, mais furtive, c'était fou, on l'entendait pas, il arrivait à se déplacer le matin sur notre parquet qui grince très très fort, ça ne grinçait pas, et en fait je voyais qu'il n'allumait pas la lumière le matin, qu'il ne faisait couler que quelques gouttes dans le lavabo de la salle de bain, et donc voilà, cette façon de vouloir se faire transparent, en fait, ça n'a rien de drôle, quoi. C'est vraiment de se dire, si je veux se faire aussi petit, c'est qu'il a pris cette habitude depuis très très longtemps dans sa vie de se rendre transparent, et qu'il ne suffit pas de dire à quelqu'un, voilà, salut, tu es chez toi. En fait, non, dire à quelqu'un tu es chez toi, ça veut rien dire. C'est complètement physique et amical de se sentir chez soi, et familial, et donc ça prend beaucoup de temps. Et plus il s'est mis à faire du bruit, à mettre sa musique, à m'empêcher d'écrire et tout, parce que bon, moi pendant tout ce temps j'écrivais à la maison, donc on passait beaucoup de temps ensemble, plus j'étais heureuse de me dire que voilà, peut-être peu à peu il était effectivement un petit peu chez lui. Après il y a des blessures malheureusement qui demeurent, sa fragilité reste intacte, et quelques scènes qui sont saisissantes, notamment quand il voit des images de guerre, il cherche encore une fois des gens de sa famille, et puis il situe naturellement les événements qu'il découvre sur internet ou à la télévision. Oui, et puis c'est le contraste, c'est-à-dire qu'on est à la maison, on est en train de dîner, et puis on s'assied sur le canapé, on discute, et bon. Et il arrive, il sort de sa chambre, il était sur YouTube, et il regarde des images, donc lui il est de la région autour de Kaboul, enfin un petit peu en dessous de Logar.
Et il arrive complètement effaré, dévasté, en nous disant en plus, avec cette façon de parler qui était très heurtée, avec des mots qui étaient toujours pas tout à fait exactement le bon mot, mais j'ai appris vraiment à comprendre le sens à donner à ces mots. Ce qu'il avait vu il disait le sang, les blessés, les morts. Bon. Et ça encore, c'est tellement étrange parce qu'on a quand même l'espèce d'espoir de se dire, là on est ensemble, quelque chose renaît, et puis on a ce pouvoir en nous, les humains, on le sait, on a tellement d'exemples historiquement de ces résiliences folles, du fait qu'on recommence ailleurs et on recommence pas dans le désespoir et l'idée qu'on survivra jusqu'à son dernier jour parce que de toute façon tout est foutu. Il y a vraiment un sentiment plus fort que ça qui fait que non, on veut à nouveau une vie enrichissante, on veut se lier d'amitié, on veut se lier d'amour et on y croit. Mais ça se heurte un peu parfois au réel, c'est-à-dire que voir son espèce de désespoir de se sentir tellement impuissant, tellement loin, ne même pas pouvoir parler sa langue. Moi, quand on écrit et quand on a un rapport, quand son rapport le plus intense et le plus immédiat à la vie, c'est l'écriture, ce sont les mots quand on écrit, c'est une situation très étrange d'avoir en face quelqu'un qui ne peut pas parler sa langue maternelle, qui ne peut pas nous dire les choses les plus simples en fait, les émotions les plus simples, la surprise, la faim, la peur, n'importe quoi. Et moi, je me souviens tellement de ce moment, la première fois que je l'ai entendu parler d'Harry au téléphone dans sa chambre. Et c'était plus du tout la même voix. Et on entend toutes les nuances, et son rire, et la facilité, et la fluidité dans laquelle on parle dans sa propre langue. Et ça, c'était je sais pas, c'était vraiment... il y a eu quelque chose, il y a eu cette question de la précision avec laquelle on peut dire les choses par les mots, et de la prison que c'est quand on peut pas s'exprimer et dire ce qu'on ressent aux gens qui vivent tout autour de soi. C'est vraiment un exil tout au bout de l'exil. Justement, vous